Alors voici la vidéo du jeudi. En fait, on a commencé par la géométrie, on a examiné le drill de géométrie. Je ne vais pas en parler maintenant, c'est juste le document que j'ai évoqué dans la toute première vidéo où je montre l'emplacement des drills. Ok, donc ça c'était des erreurs de base que les élèves font euh, dans, dans beaucoup de pays, pas seulement en Italie, je pense. On était reparti du triangle ici, en se disant finalement que la discipline, c'est pas forcément des insultes ou de la violence, c'est aussi l'aspect motivation. Donc, dans la vidéo précédente, on a parlé de l'élève consommateur qui devient copropriétaire de l'école. Un outil que nous, on utilise pour faire ça, ce sont les enchères. Donc, ce tableau, voilà, c'est ce qu'on a écrit ce jeudi sur l'usage des enchères en classe. Donc, enchères, comment tu dis ça en italien? Masta? Ok. Donc, c'est l'idée qu'on va vendre quelque chose aux élèves. Et typiquement, ce qu'on va vendre, c'est un privilège. Comme par exemple, les élèves, beaucoup d'élèves adorent leur casquette et pouvoir garder sa casquette pendant une heure de cours, c'est un privilège. Certains élèves aiment s'asseoir au bureau du prof, c'est peut-être pour les plus jeunes, ou alors ils veulent pouvoir boire en classe. Si c'est interdit, peut-être pendant une heure, ils peuvent boire en classe. Et donc, peu importe, vous pouvez décider de la liste de ces privilèges à l'avance avec vos élèves en vous réunissant avec eux. Qu'est-ce qu'ils désirent et qui semble acceptable? D'accord? Par exemple, s'ils veulent se déshabiller pour être tout nus en classe, ça, c'est pas acceptable. Vous dites, c'est pas un privilège possible. Donc, euh, pour pouvoir acheter ces privilèges, il faut de la monnaie. Et on ne va pas travailler avec des euros. On ne va pas travailler avec de l'argent. En français, on travaille avec des gratifications, c'est-à-dire des points, mais qui ne sont pas des points de maths. Ce pas des points du bulletin. Euh, c'est un tableau. On fait ça dans beaucoup d'écoles primaires où on va tenir le compte que Luigi, il a 2 gratifications ou 2 points pour les privilèges. Et donc, vous allez distribuer ces points, vous, le prof, en fonction de ce que vous voulez renforcer dans la classe. Par exemple, on avait écrit différentes choses ici, mais qu'on a effacées. Pour le mois de septembre, peut-être que votre priorité, c'est que leur cahier soit en ordre. Et ça, c'est vous qui décidez votre priorité. Et peut-être que vous trouvez que dans une classe, c'est que les cahiers doivent être en ordre, et dans l'autre classe, il y a d'autres problèmes. La priorité, c'est qu'il y ait moins de bruit, par exemple. Euh, ou dans une classe, la priorité ici, par exemple, c'est que ils ont, ils ont beaucoup de lacunes, c'est qu'ils passent beaucoup de niveaux de drill. Et donc, à chaque fois qu'un élève, ça ne doit pas être systématique, il y a un aspect aléatoire. Euh, à chaque fois qu'un élève va faire quelque chose que vous voulez encourager, vous lui donnez un point ou deux. En fait, c'est simplement du behaviorisme, c'est du comportemental, c'est du renforcement positif. Il y a moyen de faire ça très mal. Il y a de la théorie là-dessus. Allez voir par exemple Bissonnette au Québec, Steve Bissonnette, sur l'enseignement explicite des comportements. On peut vite aller voir ici sur Internet. Bissonnette, Steve. Et ce qu'on cherche plutôt, c'est comportement explicite
Voilà, il y a des conférences, il a un livre, euh, tout ça est codifié. Et donc, une des choses importantes quand vous distribuez du renforcement positif, c'est que c'est pas systématique. Il n'y a pas un tarif. Mon cahier est en ordre, j'ai droit à mon point. Non, euh, c'est aléatoire. Voilà, il y a un côté aléatoire. Et donc, peut-être qu'au mois d'octobre, vous voudrez encourager autre chose. Et donc, vous changerez, vous donnerez des points souvent pour autre chose. Peut-être que chez un élève en particulier, vous voulez encourager le calme, par exemple, ou vous voulez encourager euh, qu'il ne parle pas, qu'il écoute, ou alors qu'il pose des questions. À chaque fois qu'il pose une question, vous l'encouragez. Donc, ça vous change de posture, c'est-à-dire que beaucoup de profs recherchent chez les élèves ce qu'ils font mal. Attention, je vous surveille. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, je vais le dire. Ah, tu as mal fait. Ah, tu parles. Ah, ton cahier n'est pas en ordre. Ah, ton journal de classe, il manque la signature de tes parents. Ah, tu bouges sur ta chaise. Vous essayez de les attraper à faire quelque chose de mal. Ici, c'est l'inverse. Vous essayez de les attraper à faire quelque chose de bien. Ah, tu es respectueux. Ah, tu t'es mis au travail tout seul sans que je le demande. Oh, ton cahier est en ordre. Ah, tu as utilisé une latte pour bien faire la ligne alors qu'hier tu ne l'avais pas fait. Très bien. Euh, peu importe le comportement que vous voulez renforcer, ça va peut-être dépendre du mois et peut-être que vous pouvez annoncer aux élèves, ce mois-ci, je vais surtout faire attention aux tests qui sont réussis. Ce mois-ci, je vais surtout faire attention aux soins. Ce mois-ci, je vais surtout faire attention au climat de travail. Ce mois-ci, je vais surtout faire attention que vous aidiez votre camarade. En tout cas, qu'il y ait une bonne entraide. Euh, ce mois-ci, je vais surtout faire attention aux élèves qui viennent expliquer au tableau devant tout le monde, etc. Ou à la propreté de la classe, par exemple. Que les chaises soient bien rangées, qu'il n'y ait pas de papier, qu'ils nettoient leur banc avant de partir, etc. Ce que vous voulez. Mais donc, les élèves vont accumuler des points, des, des jetons, des gratifications qu'ils pourront dépenser aux enchères. Donc les enchères, ça sert à ça, ça sert à rendre les points désirables. C'est tout. Et puis ça met un peu de fun dans la classe. Ça va très vite, ça peut durer, s'il n'y a qu'une enchère, ça peut durer 60 secondes. Vous avez un élève responsable. D'abord, vous avez une liste. Peut-être que vous avez un document avec une liste d'enchères possibles. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, une liste de privilèges que vous pouvez vendre. Et ça, c'est une liste qu'on a construite avec les élèves. Je peux l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc, par exemple, le fait de dire je suis en retard, mais c'est pas grave. Ou le fait de partir 5 minutes plus tôt de la classe. Ou le fait de pouvoir dormir 5 minutes. Oui, dormir. Un élève qui est fatigué, il achète une enchère, donc il a un petit bon signé par le prof. Et le jour où il veut dormir, il le ressort au même prof et dit, j'avais acheté ça, j'avais gagné ça, est-ce que je peux dormir maintenant 5 minutes? Oui, tu peux. Euh, et donc, il y a toute une série de choses possibles et on leur dit, qu'est-ce qu'on aimerait bien qu'ils fassent pour avoir des points? Par exemple, reconnaître une erreur sans se justifier. Oui, c'est vrai, madame, je suis en retard et c'est de ma faute parce que j'ai joué à la PlayStation toute la nuit et j'ai pas réussi à me réveiller. J'ai fait exprès de jouer à la PlayStation toute la nuit et de prendre le risque d'être en retard. Je vous présente mes excuses. Waouh! C'est mieux que je suis en retard parce que ma maman a une panne de voiture. Ok?
Où est-ce que j'en étais? J'étais ici. Voilà. Et donc, Donatella, elle me disait que elle expliquait, tu me disais que tu expliquais aux élèves euh, ce qui est, ce que tu veux qu'ils fassent et que tu les raisonnais. C'est ça, hein? Et là, on s'adresse en fait à la tête de l'élève quand on fait ça. Si je dis, écoutez, si vous êtes calme, on fera plus d'exercices, vous aurez moins de devoirs, vous aurez des meilleurs points au bulletin, et après, vous aurez plus de chances de réussir le métier que vous voulez dans la vie. Voilà. Là, je parle à la tête de l'élève, j'essaie de le raisonner. Maintenant, le cortex préfrontal de l'élève n'est pas aussi développé que celui de l'adulte. Et donc, même si je sais que je deviens gros quand je mange des bonbons, je mange quand même des bonbons. Même si je sais que quand je fume, c'est pas bon pour la santé, je vais quand même fumer. Donc, c'est intéressant d'expliquer aux élèves pourquoi ils font les choses, ça c'est important, mais il ne faut pas oublier de s'adresser à l'animal qui est dans l'élève. Et c'est ça qu'on fait finalement avec ce renforcement positif. Euh, on a aussi évoqué un autre outil qui est un outil ici de discipline positive. C'est une méthode qui vient des États-Unis, de Adler. Et une des premières choses qu'ils font au début de l'année, c'est d'établir des règles avec les élèves. Et donc, typiquement, c'est une réunion, un class meeting que l'on fait avec les élèves, par exemple de 20 minutes. Donc, c'est 20 minutes pendant lesquelles on ne voit pas de maths. Donc, c'est un investissement en début d'année. Et pendant ce class meeting, on pose une question aux élèves. Je pense qu'elle est ici. Non, elle n'est pas là. Mais le genre de question que l'on pose, c'est de quoi est-ce qu'on a besoin cette année pour faire une bonne année? On donne des post-it aux élèves et ils vont chacun écrire sur leur post-it quelque chose et ils vont aller coller le post-it sur le tableau. Donc, on va avoir un tableau avec 25 post-it, peut-être 40 post-it, si un élève peut faire 2 post-it. Ça prend 5 minutes, ça va vite. Et puis après, avec un élève assistant au tableau, on va trier les post-it. On va les grouper par paquet. Et il y a des choses qui reviennent souvent dans toutes les classes. C'est par exemple la notion de respect. Moi, élève, j'ai besoin qu'on me respecte. J'ai besoin de me sentir en sécurité et que mon voisin ne me frappe pas. J'ai besoin d'un sentiment de justice par rapport au prof. Donc, j'ai besoin de respect. Euh, donc voilà, il y a des choses qui reviennent souvent, mais vous pouvez aussi orienter. Par exemple, une classe très difficile où il y a de la violence, on va surtout parler de comportement et de respect, par exemple. Et ça peut être très simple. Par exemple, je reste assis, euh, sauf si j'ai l'autorisation de me lever. Voilà, ça c'est une règle. Maintenant, si on met des trop petites choses, on va avoir un règlement comme le règlement de l'école qui va être très grand. On veut juste 3 ou 4 ou 5 règles, pas plus. Et donc, si c'est une classe difficile, ça sera des règles de comportement. Si c'est une classe qui n'a pas de problème de discipline, on va mettre sans doute plutôt des règles sur le travail. Par exemple ici, se dépasser et travailler dur en classe, ça c'est la règle numéro un. Et on a décidé ça avec les élèves en se disant que s'ils ne travaillent pas dur en classe, ils travailleront plus dur à la maison. Donc les élèves ont des intentions au départ, ce ne sont que des intentions parce que c'est comme j'ai l'intention de ne pas fumer, et puis je fume quand même. J'ai l'intention d'arriver à l'heure, et puis j'arrive en retard. Donc j'ai l'intention de me dépasser et de travailler dur. Ça, je peux le dire en tant qu'élève. Oui, je regarde toujours par là parce qu'il y a Donatella, c'est pour ça. D'accord? Et donc, là, voilà.
Et donc, c'est pas très compliqué de leur dire qu'ils ont l'intention de bien réussir en maths et donc de se dépasser et de travailler dur. Ça peut être aussi, si le cahier en ordre est votre problème numéro un, vous pouvez influencer pour dire c'est important pour nous qu'il y ait des cahiers en ordre, sinon vous ne pourrez pas réussir. Mais il y a aussi des questions de principe. Si par exemple, vous avez souvent des élèves euh, qui sont timides et qui ont honte de ne pas avoir compris, peut-être qu'une des grandes règles, c'est quand j'ai pas compris, je demande. Ou encore, si dans la même optique, dire qu'une erreur, c'est normal. Faire des erreurs, ça on le verra dans la théorie avec Harold Dweck, faire des erreurs, c'est la manière normale d'apprendre. Et vous pouvez toujours reprendre l'exemple du bébé qui apprend à marcher. On ne peut pas apprendre à marcher si on ne tombe pas. Voilà. Donc, si je ne tombe jamais, c'est que je fais des choses qui ne sont pas assez difficiles pour moi. Si j'ai toujours bon à mes exercices, c'est que je suis à un niveau en dessous. Et il y a une théorie du growth mindset qui dit que quand on dit à un enfant, bien, tu es bon, tu travailles bien, ou tu es bon en maths, toi, tu as des bonnes notes en maths, bravo, bravo, tu as 10 sur 10, ouh, c'est bien. Mais en fait, c'est très mauvais de dire ça. Parce que l'élève se mettra toujours dans une situation où il va avoir des bonnes notes. Et comment on fait pour avoir des bonnes notes? On fait ce qui est facile. On prend une option facile. On prend des exercices faciles. Et donc, si on veut encourager l'élève à prendre des risques et à faire des choses difficiles qui sortent de sa zone de confort, mais où il va apprendre, il faut dire que c'est bien de faire des erreurs. C'est bien de travailler dur. Ou tu t'es trompé, tu as compris et tu as corrigé, c'est bien. Donc, ça peut être une valeur que vous mettez, mais ça, c'est l'avenir de vos élèves. Si ces valeurs viennent de vos élèves, influencés par vous parce que vous animez la réunion, ils seront plus motivés à les suivre. Aussi, vous allez afficher ces règles dans la classe, même si c'est une feuille A4 qui est avec un magnète au tableau et que vous le reprenez à chaque heure, vous le remettez, c'est pas grave. Mais vous affichez ces règles en classe et à chaque fois que l'élève fait quelque chose qui correspond à ces règles et que vous lui donnez peut-être un point, ou c'est bien, je vois que tu travailles dur, ça correspond à notre règle numéro un qui est affichée là au tableau et je te félicite pour ça. Tiens, je vois que tu as fait des erreurs dans les drills et je vois que tu essaies de comprendre tes erreurs. Bravo. Ça correspond à la règle numéro 4. Et donc, à chaque fois, de remontrer la règle à laquelle ça correspond permet de rendre, d'où le titre de Steve Bissonnette, l'enseignement explicite des comportements, ça permet de rendre explicite les règles dans leur tête et de manière simple. Il n'y a que 3 règles ou 4 règles, pas plus. Et chaque fois, on revient à ces règles. Je vois ici que tu ne travailles pas. Ça ne correspond pas à la règle numéro un de se dépasser. Oui, mais madame, c'est parce que j'ai pas compris. Ah, je vois que tu ne demandes pas. Ça ne correspond pas à la règle numéro 3. Qu'on ne comprend pas, on demande et on est reçu de manière bienveillante, de manière amicale. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui permet, 2 outils simples qui permettent de travailler la motivation. Ce sera tout pour cette vidéo.